Xavier Martin. Alors je dis un mot pour le présenter parce que certains le connaissent, mais pas tout le monde. Certains le connaissent parce que d'abord il a un pied dans la région africaine, puisqu'il est propriété familiale à Saint-Martin-d'Auné. Et puis il a débuté sa carrière ici dans le Massif, comme agent au comptoir du Pan-Aquitaine, puis à l'Union hollandaise, et puis après il est parti de la région pour faire un passage à l'interprofession Pays de Loire à Flambois. Il a passé 14 ans à l'école supérieure du bois de Nantes, et puis ensuite au CRPF Rhône-Alpes pendant 6 ans. Donc, voilà. Il a une vision en même temps du massif tout en étant allé à l'extérieur. Moi je pense que c'est intéressant parce qu'on nous reproche souvent à nous, Africains, d'avoir le nez dans le bidon et le nez dans notre pain maritime, donc il doit peut-être nous donner une approche un peu plus ouverte, un peu plus large. Et aujourd'hui, donc depuis peu, il est directeur de la prospective des études d'économie du CNPF. Voilà, donc je vous laisse la parole pour l'intervention suivante. Ici du commerce extérieur, en matière filière bois, c'est pas de papier carton. Bon, alors le bois, bon, peut-être certainement un petit peu, mais enfin, est-ce que nous avons vraiment des choses à faire en cela? Et puis ensuite, c'est de la mousse, c'est du métal, c'est du tissu, c'est des choses comme ça. C'est un canapé qui est fabriqué en Chine, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de bois à l'intérieur. Hein. Pas beaucoup. Et pourtant, il est comptabilisé là-dedans. Ce qui est intéressant, si vous voulez, et ça va me permettre de passer assez rapidement là-dessus, c'est pas tellement les exports qui sont ici, c'est plutôt cette situation-là. Ce sont les sillages dont le déficit ne cesse d'augmenter, conifères. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la scierie française véritablement. Et puis, il y a aussi tout ce qui est des produits du travail mécanique du bois, c'est-à-dire des choses que personne ne savons pas faire aujourd'hui. C'est tout ce qui est abouté, tout ce qui est bois raboté, tout ce qui est poutre que l'on vend au kilomètre et qui arrive emballé complètement, ou des panneaux de type KLH qui sont des panneaux très épais et qui vous font directement des cloisons, des murs. On les met sur une caleuse, c'est-à-dire une machine à commande numérique, on découpe la porte ou la fenêtre à l'intérieur et puis hop, ça va directement dans la maison. Ça, on ne sait pas faire. Et pourtant, je peux vous dire qu'on peut mettre des cubes et des cubes de bois à l'intérieur. Mais on ne sait pas faire. Il y a une unité actuellement de CLT, parce que c'est le nom anglais, KLH étant le nom allemand, et c'est un nom de marque. Il y a une seule unité en France, et elle a un peu de mal, et pourtant c'est un gros industriel, puisqu'il s'agit de Monesta. Alors je vais passer sur les deux autres, on me demande d'aller vite, ça tombe bien, j'ai un avion à prendre aussi. Voilà, ce sur quoi je voulais vous amener aussi, c'est sur cette histoire de prix. Regardez les prix. Tout le monde se souvient, et moi je me souviens particulièrement, de cette pointe-là. On avait vendu des pains, c'était les grandes domaines marchands, je me souviens de Philippe Dubos qui avait acheté, très fort, mais enfin les prix étaient très importants. Et moi on m'avait habillé de neuf cette année-là, non pas que la situation de la famille était gravissime, mais les parents étaient tellement contents que là, à un moment donné, c'était des prix tellement inespérés, et comme vous pouvez les voir, ils n'ont jamais été retrouvés depuis. Et au contraire, on est vers un étiage qui est, quel que soit l'essence, complètement je dirais, atone aujourd'hui, et qui fait que, on en arrive pour le pain maritime à cette chose-là. J'attire votre attention sur la courbe bleue que vous connaissez, c'est le bois sur pied, c'est en général c'est comme ça que vous vendez. Et le pire, c'est la courbe rouge, qui est celle du salaire minimum. Et vous voyez, les deux courbes, elles se sont croisées ici, hein, c'est-à-dire en 79-80. Donc vous voyez que depuis, ça s'est un peu effondré. L'effondrement complet, c'est la tempête de 2009, hein, date à laquelle la courbe a été faite. Mais vous voyez que la situation est quand même pas bonne. Pendant ce temps-là, vous avez la situation de la scierie française. Donc on voit à peu près un volume total de sillage qui se maintient, voire à une légère augmentation, totale, hein, j'entends bien. Par contre, le nombre d'entreprises, vous voyez la dégringolade, elle est quand même terrible. Alors bien sûr, à l'intérieur, il y a tout un tas de petites scieries qui n'étaient plus viables, etc. J'ai un bon copain qui fait de la scierie dans l'ouest de la France et qui fait du chêne. Je peux vous dire que là, il suit 100 et haut pour savoir comment il va suivre, comment il va finir une semaine sur l'autre. C'est vraiment très compliqué. Pour les feuillus, la situation est désespérée. Désespérée. Donc, moi, là où j'aurais tendance à vous amener, c'est aussi la situation de la propriété aussi. Et là, si vous ne savez pas quoi faire demain matin, réfléchissez
réfléchissez-y cette nuit, parce que la solution est en grande partie là-dedans. Vous voyez que ici, finalement, les propriétaires, vous en avez plus de 80%, 84%, dont la propriété est inférieure à 4 hectares. Quand on a 4 hectares de forêt, est-ce qu'on est un forestier? Je me pose une question. Deuxième chose, lorsque vous êtes ici sur la surface forestière, vous voyez que finalement, les surfaces qui offrent une entité, je dirais, gérable, où on peut dire qu'on est un vrai forestier, eh ben, c'est à peu près 50% de la superficie de la forêt. Et là, quand vous regardez finalement les entités, par massif forestier, par propriétaire, et bien vous voyez que c'est encore pire encore, on est allé à peu près au tiers. Donc on a vraiment un travail à faire sur le regroupement de la propriété, parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas, quand vous êtes agriculteur, même si vous avez une vache à vendre par an, c'est pas difficile. Vous ouvrez la France agricole, vous ouvrez le sillon des Landes des Pyrénées, le prix de la vache, il est indiqué. C'est une cotation Europa. Je n'ai pas acheté les Échos aujourd'hui, vous avez le prix du Douglas qui est coté à Chicago, c'est la bourse de Chicago. Vous savez. Simplement, le prix que vous avez ici, ce sont des prix qui sont parfois montrés ou parfois cachés. Parfois des prix spot ou parfois des prix qui sont... Mais c'est ça. Et plus vous êtes petit propriétaire, moins vous êtes dans des situations de regroupement, plus vous êtes... il y a un film américain qui est Abominable Cruauté qui dit « ficelé comme une dinde avant Noël ». C'est à peu près ça. Il ne reste plus qu'à mettre au four et attendre que ça mijote. Donc, le regroupement, le fait d'appartenir, le fait que vous soyez là, le fait que vous réfléchissiez, le fait que vous soyez dans des réseaux, etc., ça me semble très important. D'autant que vous voyez, 11% des propriétaires possédant 40% des surfaces ont vendu du bois des professionnels au cours des 5 dernières années. C'est pas beaucoup. Donc là encore, il faut faire, ou il faut devenir professionnel soi-même, ou il faut faire confiance à des professionnels. Alors que faire? Eh bien, d'abord, travailler tous ensemble. Travailler tous ensemble et dialoguer. Arrêtons de considérer que le scieur est un tueur. Il peut avoir aussi de l'intérêt, et lui aussi, il est dans une situation où demain matin, il ne sait pas comment il va faire pour pouvoir finir ses fins de mois. Et le travail d'interprofession, l'Aquitaine est un pays sans interprofession. C'est un des rares pays, c'est une des rares régions dans lesquelles il n'y a pas d'interprofession. Il y en a une en Dordogne, il n'y a pas de problème, mais dans les Landes et dans la Gironde et dans le Lot-et-Garonne, dans le massif landais, il n'y a pas d'interprofession. Et c'est un peu ennuyeux. Aboutir à des relations contractuelles. Alors l'Alliance, j'allais me tromper de nom, travaille bien dans ce genre de choses. La contractualisation, c'est aussi la clé pour un certain nombre de choses. Imaginez travailler la demande industrielle. De quoi va avoir besoin un industriel? Est-ce que ce que je fabrique en tant que forêt correspond bien à la demande industrielle? Parce que si je fais des très gros bois et qu'il n'y a pas de demande derrière, eh ben mon bois, je peux le jeter. Et enfin, ne pas considérer, surtout même, l'économie comme un mal nécessaire, c'est pas ça l'économie. C'est important, parce que là-dedans, c'est avec ça que vous allez finalement payer vos impôts, parce qu'une forêt, c'est quand même des impôts, et aussi pouvoir continuer à faire en sorte que cette forêt se développe. La deuxième chose à faire, c'est travailler pour l'avenir. Et d'abord, et les propriétaires forestiers, ce sont beaucoup, alors c'est pas le cas, moi je parle pour l'ensemble de la France là, mais ce n'est pas tellement le cas dans le triangle des Landes. Il y a une reconstitution qui se fait tout à fait correctement, mais aujourd'hui, une reconstitution, ça coûte cher, et les gens ne font plus de plantation. Et là, ça devient aussi extrêmement tragique. On peut faire de la régénération naturelle, je ne suis pas sûr que toujours, ça soit une bonne solution. Notamment en matière de qualité du matériel génétique. La deuxième chose, c'est faire en sorte que l'on connaisse bien ce que l'on va produire et que l'on soit en adéquation. La troisième chose, c'est le bois énergie. Là aussi, c'est pas un mal nécessaire, c'est un élément complet. Aujourd'hui, une scierie, c'est pas quelque chose qui fait 50% de déchets et 50% de planches, c'est une usine globale qui fait du compost, qui fait de l'énergie, qui fait des pellets, qui fait du sciage, qui fait des produits transformés jusqu'au dernier état de la transformation. Donc, on ne parle plus de déchets, etc. On parle de globalité de production. Et est-ce que le produit que je vais faire va plutôt servir à me valoriser et valoriser l'industrie qui va l'acheter?
Il y a des scieurs, des transformateurs, qui n'achèteront jamais tel ou tel type de bois. Parce qu'il y a un type de bois qui correspond très bien à une scierie et surtout pas à une autre. J'ai un exemple d'un scieur très important qui est en Vendée, qui s'appelle Pifto. Pifto, il fait tout un tas de choses possibles. Et vous avez sur la zone, là, en sortant de l'autoroute vers Cesta, ça s'appelle Vivre en bois. Et il ne vous vend pas des morceaux de bois, il vous vend des solutions en bois. Il vous vend des piscines en bois. Il vous vend des aménagements de jardin en bois. Il vous en vend des décorations en bois. Il vous vend tout un tas de choses, mais il ne vend pas des planches. Vous allez dans un dépôt, quel qu'il soit, .P, etc., réseau pro et tout ça, vous trouverez tout un morceau de bois. Si, vous allez retrouver des garde-corps et du comment ça s'appelle, et du coffrage en bois français, c'est tout. Le reste, c'est de la poutre au kilomètre, c'est du parquet, c'est du lambris, c'est des menuiseries et tout ça, malheureusement, ben, c'est pas trop fabriqué chez nous. Ce qui nous manque, nous, c'est de prendre la matière grise, et c'est de la tartiner sur les planches de bois. Et il faut rendre ces planches de bois intelligentes, vendables et en tout cas utilisables par le consommateur. Il faut séduire le consommateur. Et puis, dernière chose sur laquelle j'insisterai, c'est le regroupement. La coopération est un excellent exemple de regroupement. Ils font ça, je dirais, ils sont tombés dedans, c'est la naturalité, je dirais, du regroupement. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le GIEF, Groupement d'intérêt économique, environnemental, forestier. C'est un label qui sera donné à tout type de regroupement, par lequel label qui va permettre finalement d'avoir une bonification des subventions. Ça va s'appliquer à la coopération, ça va s'appliquer au groupement forestier, ça va s'appliquer au regroupement volontaire de propriétaires, mais très franchement, l'avenir de la toute petite propriété, j'ai du mal à le sentir. Et enfin, et je voudrais vous laisser ceci un peu comme testament, encore que je sois un peu jeune pour mourir, mais enfin pourquoi pas, c'est que le forestier se débarrasse de la notion de propriétaire. Et je le dis avec beaucoup de tranquillité, que c'est le credo aussi du président national de la forêt privée française, qui est aussi président du CLPF, Antoine Lamécourt, c'est arrêtons avec la notion de propriété. La propriété, c'est le droit d'user et d'abuser. Ouais, mais comment on est agent économique pleinement? Est-ce que le propriétaire forestier un jour va lui dire bon, ça va, la loi Serrault, elle existe depuis 85 ans, qu'est-ce que tu as donné en fonction de ça? Et aujourd'hui, quelle est ta mission, toi, forestier, dans la richesse des territoires? Si tu te comportes comme un agent économique, d'accord, tu vas pouvoir continuer. Mais si au contraire tu dis oh ben non, moi je mens pas pour telle et telle raison, ou je veux pas jouer le jeu, et puis c'est pas, puis c'est chez moi, et puis c'est ma propriété, là j'ai peur que, et on le sent venir par une série d'orientations législatives, on sent venir que finalement le propriétaire forestier, eh ben, s'il veut se maintenir en tant que propriétaire, il aura beaucoup de difficultés. Si par contre il se mute vers la notion d'économie de la filière et d'agent économique, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. Et en tout cas, moi, c'est la parole que je suis venu vous porter, et c'est celle que, durant les 6 dernières années que où j'ai travaillé au CRPF Rhône-Alpes, et on a essayé de mettre en place. Ce qui m'intéresse, moi, c'est des forêts qui sont belles, et les forêts ne seront belles qu'à partir du moment où elles seront exploitées pour la plus grande, je dirais, le plus grand bien et la plus grande pérennité de la planète. Je vous remercie.